Mesdemoiselles, Messieurs, à présent, nous nous retrouvons pour un cours également très classique qui est une synthèse topographique des territoires cutanés sensitifs, qui sont donc des territoires pris en charge par des nerfs qui sont des branches des différents troncs terminaux du plexus brachial qui vont perforer le fascia et, bien entendu, comme leur nom l'indique, qui sont purement sensitifs. Ce sont des nerfs qui sont entre le fascia des loges musculaires et le plan cutané et qui circulent dans le tissu adipeux au même niveau que les veines subcutanées, les veines superficielles que nous avons vues par ailleurs. Et donc c'est un des premiers temps de la dissection. Il est très facile d'enlever d'un coup l'ensemble du plan cutané. En revanche, il est beaucoup plus difficile d'aller disséquer les différentes branches nerveuses, les différents filets nerveux qui sont bien sûr extrêmement importants. Une vue antérieure et une vue postérieure de la région donc, du bras. Ici, nous aurons ces contours avec la région deltoïdienne. Puis, ce sera la région moyenne du bras avec la région bicipitale. Puis, venant naître assez haut, c'est le muscle brachioradial qui forme le bord latéral de l'avant-bras. Puis, c'est la base du pouce. Donc, voici ici la région deltoïdienne, la région brachiale moyenne, et ici le départ des muscles de la loge latérale, muscle brachioradial, base du pouce. Nous pouvons placer ici les contours de la nuque, le trapèze, puis le sternocléidomastoïdien, l'acromion, articulation acromio-claviculaire, l'extrémité médiale de la clavicule, l'incisure jugulaire. Nous pouvons placer le bord médial du bras jusqu'à la région de l'épicondyle médial, le bord médial de l'avant-bras jusqu'à la paume de la main. Voici ici la première commissure et les 3 commissures, 2e, 3e, 4e, 5e doigt. Voici ici les contours du tronc. Voilà pour la région antérieure. Nous allons remettre de la même façon l'ombrage des fascias soulevés par les différents muscles. C'est ici la région deltoïdienne, muscle qui forme donc ce qu'on appelle le moignon de l'épaule, fascia deltoïdien ici. Puis c'est le sillon deltopectoral qui se termine par une fossette subcostale. Puis nous trouvons ici les contours du grand pectoral avec le fascia du grand pectoral qui vient par son tendon être caché, tendon terminal qui est caché par le muscle deltoïde. Voici ce grand pectoral. Grand pectoral qui est à la fois un muscle moteur du membre supérieur avec lequel on l'étudie. Région pectorale, c'est la paroi antérieure de la fosse axillaire, mais c'est également la paroi antérieure du tronc et du thorax. Cette région pectorale, c'est aussi la région pectoromammaire, avec ici, chez l'homme, le mamelon, et chez la femme, nous aurions la glande mammaire dans son ensemble. Puis nous allons trouver le relief de la loge antérieure, c'est ici le biceps brachial, qui vers le bas vient présenter son tendon terminal qui est caractéristique et qui est donc réduit, cylindrique et qui fait saillie sous la peau. Voici ici le relief de la loge antérieure, muscle biceps brachial. La partie la plus large ici du bras, c'est le triceps qui est dans la loge postérieure. Puis nous pouvons placer la région du rétinaculum des fléchisseurs, ligament annulaire du carpe. C'est la paroi antérieure fibreuse du canal carpien. Et nous avons ici les contours du muscle brachioradial, loge latérale du bras, avec le sillon bicipital latéral. Et nous avons ici le départ des muscles épicondyliens médiaux, avec notamment le rond pronateur, puis fléchisseur radial du carpe, fléchisseur des doigts, fléchisseur ulnaire du carpe. Voici ici cette région antérieur avec le fascia antébrachial antérieur, sillon bicipital latéral, sillon bicipital médial. Nous allons tout de suite placer ici l'aponévrose palmaire. Nous allons tout de suite placer la vue postérieure
donc ici une vue antérieure. On va juste replacer les contours très caractéristiques du sternocléidomastoïdien, avec ici son chef sternal et ce tendon cylindrique, le chef claviculaire qui forme un ruban plus aplati, puis ici les contours du trapèze. Et c'est la nuque, et une étude qui est faite avec les régions du cou, région cervicale. Donc ici, vue antérieure, droite, hein. Et donc nous aurons ici ce qui est latéral vers la droite et ce qui est en haut. Nous allons maintenant faire la vue postérieure avec ici l'épine de la scapula qui va nous mener jusqu'au niveau de l'acromion. Puis nous allons trouver les contours de la région deltoïdienne, de la région moyenne, brachiale moyenne, bicipitale. Puis ici, remontant très haut, c'est presque le tiers inférieur du bras, nous avons la loge latérale avec le brachioradial. Puis nous arrivons au bord latéral de l'avant-bras et la région du pouce. Voici ici donc cette région deltoïdienne, puis ici la région brachiale moyenne. Le brachioradial, c'est le bord latéral de l'avant-bras avec les muscles radiaux et les muscles de la loge médiale. Voici ici les contours de la nuque et contours du cou, c'est le trapèze ici. Puis nous allons pouvoir placer le bord médial du bras jusqu'à la région de l'épicondyle médial, ici le bord médial de l'avant-bras, jusqu'à la paume de la main. La première commissure, et puis les commissures entre deuxième, troisième, quatrième et cinquième doigt. Ici, les bords latéraux du tronc, c'est en particulier le grand dorsal. Voici ici donc ces éléments. Nous pouvons remettre également ce qui apparaît à travers le fascia sur cette vue postérieure, avec donc ce qui est latéral, qui est maintenant du côté droit, le haut. Et nous pouvons donc placer ici les contours, le fascia qui vient recouvrir le trapèze. Puis nous avons le fascia qui recouvre le deltoïde. Sous le bord inférieur libre du deltoïde, nous verrons la masse de la loge postérieure du bras qui est formée par le muscle unique qui est le triceps brachial, qui vient se terminer sur la région de l'olécrâne, région olécrânienne, et avec donc les deux chefs classiques à ce niveau, le chef médial est plus profond, c'est-à-dire le chef long en dedans, le chef latéral en dehors, et à la partie basse, ici, on aurait la partie intermédiaire. Puis, c'est la jonction avec les muscles épicondyliens latéraux, et donc ici, ces muscles qui viennent appartenir à la loge postérieure et à la loge latérale de l'avant-bras, qui viennent passer sous le rétinaculum des extenseurs, qui est une structure fine avec classiquement 6 coulisses ostéofibreuses. Voici cette loge postérieure musculaire, on est bien sur le fascia superficiel, et voici ici le muscle fléchisseur ulnaire du carpe qui vient s'insérer sur le bord postérieur de l'ulna et sur l'arcade ici du nerf ulnaire. Donc voici globalement ces éléments d'un point de vue musculaire. Les territoires cutanés sensitifs sont pris en charge par des branches, des rameaux, on peut dire les deux, ramus en latin, des rameaux qui viennent perforer le fascia et qui viennent des différents troncs que nous avons étudiés, c'est-à-dire les branches terminales du plexus brachial. Pour bien faire, on pourrait superposer les deux schémas. Donc il n'y a pas de sens d'apprendre les territoires d'un point de vue, par exemple en neurologie, sans en comprendre les branches. Ces territoires ne viennent pas du tout du hasard, ce sont des branches qui sont là, qu'on peut disséquer, qui sont importantes en chirurgie, qui sont importantes pour des anesthésies tronculaires ou loco-régionales.
et surtout qui vont aussi présenter des variations, c'est-à-dire que nous n'aurons pas une disposition unique, et vous pouvez trouver des interprétations différentes suivant les ouvrages, et aussi où nous aurons des superpositions de zones, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contour net comme on le fait un petit peu artificiellement. Et ceci, on le comprend surtout en voyant les branches. Donc nous allons trouver comme nerfs, tout d'abord, des branches, des nerfs suprascapulaires. Il existe plusieurs nerfs suprascapulaires, globalement médial, moyen, latéral. Ces nerfs suprascapulaires viennent du plexus brachial, du plexus cervical, et viennent dans le tissu superficiel franchir ici la clavicule. Nerfs ici supraclaviculaires, qui vont donc prendre en charge cette partie supérieure, cette racine du membre, et la partie haute de la région deltoïdienne, notamment ici acromiale. Donc nous sommes là sur des branches qui viennent du plexus cervical. Ce sont les nerfs supraclaviculaires, donc confère l'étude du plexus cervical en tant que tel. Nous allons retrouver ici ces branches supracervicales, supraclaviculaires, latérales, qui viennent ici vers cette région de l'acromion. Donc ici, nerf supraclaviculaire pour la partie haute, c'est du plexus cervical. Puis, nous allons trouver, dans la région deltoïdienne, nous allons trouver, je vous rappelle, le nerf axillaire qui est profond, la branche motrice du nerf axillaire qui vient innerver le deltoïde, et donc l'abduction est en profondeur contre le col chirurgical de l'humérus, mais au bord inférieur ici du muscle deltoïde, la branche sensitive vient contourner ici la région, c'est la branche sensitive du nerf axillaire que nous voyons ici. Elle est bien sûr très importante, nous l'avions dit, notamment dans des cas de fracture du col chirurgical ou de luxation de l'épaule. Il est très important d'aller tester la sensibilité de cette région. Et nous trouvons ici ces rameaux cutanés du nerf axillaire qui viennent ici prendre en charge la région deltoïdienne en avant. Voici donc ces branches qui viennent du nerf axillaire. Je referai une petite synthèse tout à l'heure. Puis, nous allons trouver vers l'avant, nous allons trouver des branches qui vont venir de façon peut-être un tout petit peu paradoxale, notamment au niveau de la fosse cubitale, qui vont venir du nerf radial et qui viennent ici contourner le bord latéral du bras au niveau de la fosse cubitale. Et je vous rappelle que dans le sillon bicipital latéral, en profondeur, on trouve de toute façon du nerf radial. Et nous allons trouver également un nerf cutané postérieur du bras qui va ici innerver cette région brachiale postérieure après avoir perforé le fascia. Donc on est ici sur des branches du nerf radial. Puis nous allons trouver sur la face médiale du bras un nerf qui est une des terminales du plexus brachial, c'est le faisceau médial, et en l'occurrence, c'est le nerf cutané médial du bras, nerf cutané médial du bras, qui a perforé ici le fascia. Nerf cutané médial du bras qui s'arrête avant le pli du coude, et nous trouvons des branches ensuite du nerf cutané médial de l'avant-bras. Nerf cutané médial de l'avant-bras qui va venir ici descendre presque verticalement et innerver une partie de la région antérieure du bras et une partie médiale de l'avant-bras, comme nous allons le redire. Ce nerf cutané médial de l'avant-bras va envoyer des branches qui vont aller sur la face postérieure de l'avant-bras. Puis nous allons voir émergent au niveau du sillon bicipital latéral, c'est le nerf musculocutané qui était en diagonale entre le biceps
et le muscle brachial, qui était là mixte, moteur notamment pour les 3 muscles de l'avant-bras, brachial, biceps et coracobrachial, et la branche ici terminale de ce nerf musculocutané arrive dans le sillon bicipital latéral et vient ici innerver la région latérale de l'avant-bras. Donc ici, branche du nerf musculocutané qui sort du fascia au bord ici latéral du biceps. Et nous pouvons ici retrouver sur la vue postérieure, eh bien, d'un point de vue latéral, ce seront des branches ici du nerf musculocutané qui viendront prendre en charge une partie latérale de la face postérieure de l'avant-bras, s'arrêtant au niveau du poignet. Puis nous allons trouver des branches du nerf radial, branche postérieure de l'avant-bras, nerf radial, qui vont continuer jusqu'au niveau de la face dorsale de la main, donc après avoir perforé ici le fascia. Et enfin, sur le bord médial, ici, nous allons trouver des branches du nerf cutané médial de l'avant-bras qui vont également passer en arrière. Donc voici ici ces différentes branches nerveuses. Il nous manque encore de mettre ici le nerf cutané, des branches du nerf cutané médial du bras. Donc voici ces différents filets qu'il faut pouvoir disséquer, et si l'on regarde ce qui se passe d'un point de vue sur une coupe, d'un point de vue topographique, nous avons donc le fascia qui vient entourer, fascia ici, qui vient entourer donc des muscles ou des loges musculaires, donc avec en dessous ici la région donc d'un corps musculaire, fascia, sac fibreux. Fascia pour chaque muscle, fascia pour une loge et fascia superficielle de l'ensemble du bras ou du membre supérieur. C'est comme un lapin, vous pouvez effectivement avoir un plan de clivage entre la peau et vous êtes directement sur le fascia. Quand vous enlevez la peau d'un lapin, vous avez quelque chose de nacré, vous êtes sur le fascia, mais c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire en chirurgie parce que vous enlevez en même temps l'apport artériel, le retour veineux et les branches sensitives. Donc, il faut bien sûr étudier ce qui se passe et respecter ce qui se passe dans le tissu adipeux sous-cutané. Voici ici la peau. Du tissu cellulaire sous-cutané qui est adipeux, c'est-à-dire plus ou moins épais suivant les gens. Il y a très souvent, d'ailleurs, un deuxième petit plan fibreux qui vient séparer un plan superficiel et profond, et c'est là où nous trouvons les veines superficielles, subcutanées, que nous avons vues, et c'est là où nous trouvons les filets nerveux sensitifs que nous sommes en train de voir et qui ont donc perforé le fascia. Et donc tout cela, bien sûr, dans du tissu adipeux, rien n'est vide, bien entendu, c'est-à-dire que c'est une dissection qui est très délicate. Dans le tissu adipeux, avec en général les ciseaux, on écarte pour voir se tendre les filets et que l'on va respecter. Nous pouvons ici donc remettre ces différents éléments. Nous sommes là dans des branches des nerfs supraclaviculaires. Ici, c'est le nerf axillaire, une branche cutanée du nerf axillaire, région deltoïdienne. Ensuite, ici, la face postérieure du bras, c'est le nerf radial. Enfin, branche, là aussi, chaque fois, je fais un raccourci. Branche cutanée, rameau cutané du nerf radial. Puis, nous allons trouver au niveau de la région de l'avant-bras 3 territoires. Le radial au milieu, qui ira jusqu'à la face dorsale de la main. Puis, nous trouverons le nerf musculocutané qui prend en charge le bord latéral de l'avant-bras, musculocutané. Donc c'est la branche cutanée, branche sensitive, musculocutanée.
Puis nous trouverons en dedans le nerf cutané médial, de l'avant-bras. Et là, le nerf cutané médial du bras. C'est la même chose sur la vue antérieure. Et je ne mettrai que les lettres d'abréviation. Ici, supra, branche des nerfs supraclaviculaires. Ici, nous sommes sur le nerf, branche cutanée du nerf axillaire. Ici, nous sommes sur des branches cutanées du nerf radial. Sur la face médiale du bras, nous sommes sur le nerf cutané médial du bras. On dit aussi nerf cutané brachial médial. Ensuite, nous avons l'émergence ici du nerf cutané médial de l'avant-bras. On dit aussi nerf cutané antébrachial médial. Et enfin, nous avons ici le nerf musculo-cutané, rameau cutané, du nerf musculo-cutané. Vous voyez que ces nerfs s'arrêtent, sauf le nerf radial, s'arrêtent au niveau du poignet. Et pour la main, nous aurons des territoires spécifiques, comme nous allons le rappeler dans un instant. La synthèse, nous l'avions vu déjà sommairement avec l'étude de la région palmaire et des régions de la main. Voici donc pour ce premier élément, et bien entendu, nous sommes là dans le système facial, et il faudrait superposer ici les veines et les nerfs pour avoir l'ensemble. Globalement, vous voyez que vous aurez la veine basilique qui va cheminer ici avec les nerfs cutanés médiaux du bras et de l'avant-bras, alors que la veine céphalique se rapproche d'une part ici du nerf musculo-cutané, puis des branches du nerf radial et du nerf axillaire. Tout à fait vers le haut, ce sera des branches des nerfs supraclaviculaires qui viennent du plexus brachial. On peut ici rappeler que donc là, c'est particulier, ça c'est du plexus brachial, on aurait même pu prendre une autre couleur. Nous allons maintenant voir quelque chose qui est très classique, construire très logiquement quelque chose qui est très classique, c'est les territoires qui en résultent. Donc, je rappelle plusieurs règles. Bien entendu, ici, quand on connaît l'émergence, on peut aller faire un bloc en anesthésie loco-régionale. Ensuite, le nombre de branches et la topographie des branches peut varier suivant les individus, comme pour les veines. Donc, nous aurons bien sûr des variations de ces zones. Enfin, il existe bien sûr des anastomoses qui viennent se faire entre les filets nerveux et il n'y a pas de limite nette. Il y a des zones de superposition entre plusieurs territoires, ce qui est une sécurité. Mais en pratique, pour pouvoir le retenir, on met des traits relativement fixes, ce qui est en fait une erreur. Mais en revanche, au niveau du milieu d'une zone, c'est ce qu'on appelle la zone autonome, là, il n'y a vraiment que les branches d'un nerf donné. C'est en périphérie que vous avez des anastomoses avec les nerfs voisins. Donc, résultant de cela, qui est bien sûr strictement de l'anatomie et donc que l'on peut disséquer, qu'il est important de disséquer, nous allons voir les territoires. Nous allons, donc question extrêmement classique, territoire sensitif cutané du membre supérieur. Nous allons pour cela, j'ai du blanc, nous allons pour cela refaire une vue ici antérieure. Donc nous aurons la région donc, de la clavicule jusqu'à son extrémité médiale, renflée. Puis nous aurons ici la région deltoïdienne, puis la région brachiale moyenne, puis le départ des muscles de la loge latérale de l'avant-bras, c'est le brachioradial qui remonte nettement au-dessus du pli du coude, il est bien nettement au-dessus de l'épicondyle latéral. Donc voici ici ces contours, région deltoïdienne, région brachiale, ici loge latérale de l'avant-bras jusqu'à la base du pouce. Ici nous serons sur la nuque, c'est le trapèze, puis le sternocléidomastoïdien, ici l'acromion, articulation acromioclaviculaire, la clavicule, son extrémité médiale renflée, l'incisure jugulaire, on aurait la clavicule du côté opposé. Nous pouvons placer le bord médial du bras jusqu'à la région de l'épicondyle médial que l'on sent bien sous la peau,
puis c'est le bord médial de l'avant-bras, la paume de la main, ici la première commissure et les 3 commissures entre 2e, 3e, 4e et 5e doigt, nous ferons un agrandi. Voici ici le bord latéral du tronc, c'est le grand dorsal. Donc ici à nouveau une vue antérieure où nous allons placer les territoires sensitifs cutanés. Vue antérieure, donc je remets les orientations si on veut, latérale et ici vers le haut. Nous allons construire tout de suite la vue postérieure avec ici l'épine de la scapula qui vient remonter jusqu'au niveau de l'acromion, puis ce seront les contours de la région deltoïdienne, de la région brachiale moyenne, c'est-à-dire biceps, triceps, puis nous serons à l'origine du muscle brachioradial, donc qui remonte très haut, loge latérale du bras, puis ici la base du pouce. Donc voici cette région deltoïdienne, brachiale, et bord latéral de l'avant-bras, jusqu'à la base du pouce. Nous pouvons placer ici les contours de la nuque, et d'abord le trapèze, ici le sternocléido-mastoïdien. Nous pouvons placer le bord médial du bras, qui vient nous mener jusqu'à l'épicondyle médial, puis c'est le bord médial de l'avant-bras jusqu'au niveau du poignet, la paume de la main, la première commissure et les 3 commissures entre les doigts 2, 3, 4 et 5. Voici donc pour ces éléments. Et ici, le bord latéral du tronc, c'est le grand dorsal. Nous sommes là sur une vue postérieure. Et donc, ce qui est latéral est ici à droite. Nous allons à présent pouvoir placer ces différents territoires en prenant des couleurs. Donc, je vous l'ai dit, c'est relativement faux puisque nous allons mettre des limites alors qu'en fait, il y a des anastomoses entre les territoires et ceci est bien sûr le moyen de pouvoir simplifier la connaissance. Il faut bien imaginer ces superpositions qui existent, ces anastomoses entre des territoires voisins. Alors si l'on regarde ce qui se passe vers le haut, nous allons avoir la partie supérieure de la région qui va être prise en charge par les nerfs suprascapulaires. Donc on l'a dit, nerfs suprascapulaires moyen, médial, latéral. Donc ici, voilà cette zone où l'on sera sur des branches, des nerfs suprascapulaires. Pour l'instant, je n'insiste pas trop sur les contours. On peut tout de suite appuyer à la limite. Voilà, nerf ici, branche des nerfs suprascapulaires. Il y a donc 3 pédicules, médial, moyen, latéral. Et nous retrouvons ici ces éléments, donc prenant en charge la partie supérieure ici de la région, nerf supraclaviculaire, d'ailleurs j'ai bien écrit SC, nerfs supraclaviculaires, qui correspondent aux branches donc, que nous avons vues. Puis, nous allons trouver toute une zone qui va correspondre au muscle deltoïde. Et ce sera donc le moignon de l'épaule, mais cette zone descend relativement bas, les branches descendent relativement bas, jusque à peu près au tiers inférieur du bras. Voici ici cette région innervée par des branches du nerf axillaire. Comme je vous l'ai dit, ce sont des limites qui sont très marquées, mais en fait ce n'est pas le cas. Plus on va en périphérie de la zone, plus ce sont des fines branches et plus il peut y avoir des anastomoses avec les nerfs voisins. C'est donc quelque chose qui est ici artificiel, mais qui a le mérite de permettre de retenir plus facilement les territoires. Ce n'est qu'au milieu du territoire proprement dit que nous avons purement les branches du nerf donné, et c'est donc ici le nerf axillaire. Nerf axillaire. Nerf axillaire ici. Et ce nerf axillaire, par ses branches cutanées, qui contournent ici le deltoïde, va également prendre en charge ici toute une partie postérieure qui ira à peu près également jusqu'au
au moins la mi-hauteur du bras, voire le tiers inférieur. Voici ici cette région prise en charge par des branches du nerf axillaire, c'est-à-dire le moignon de l'épaule en avant et en arrière, nerf axillaire. Descendant donc assez bas ici, au niveau du bras, sur la face latérale du bras. Branche du nerf axillaire ici. Puis, nous allons arriver sur la face, revenir à la face ici antérieure du bras, et nous allons trouver une région qui va correspondre au nerf cutané médial du bras. Nerf cutané médial du bras ici, que nous allons mettre en... Je réfléchis, on va le mettre en rose. Voici ici ce nerf cutané médial du bras qui vient prendre en charge cette région médiale, nerf cutané médial du bras. C'est une bande au bord médial du bras et c'est une bande qui vient ici, que l'on vient ici retrouver sur la face postérieure au bord médial du bras. Donc ici, nerf cutané du blanc, nerf cutané médial du bras. On dit aussi nerf cutané brachial médial. Cutané médial du bras. Ensuite, nous allons trouver dans la région du pli du coude des branches du nerf radial. Branches du nerf radial que nous allons mettre ici en bleu. On va mettre, je réfléchis aussi pour la main, on va le mettre en vert. Voici ici du nerf radial, et donc ce sont des branches qui viennent ici du côté latéral, région du sillon bicipital, et prendre ici une zone latérale au niveau de la fosse cubitale, au niveau du pli du coude, ces branches ici du nerf radial. Mais surtout, le nerf radial va être une grande bande postérieure à la face dorsale du bras et face dorsale de l'avant-bras, se poursuivant jusqu'au niveau de la main. Voici ici cette zone du nerf radial. Latéralement au niveau du pli du coude, c'est la zone qui vient innerver le pli du coude que nous avons vu en avant. Et voici ici cette bande du nerf radial que nous retrouverons au niveau de la main. Nerf radial, donc par les différentes branches perforantes que nous avons vues, une très grande zone cutanée, c'est-à-dire que nous aurons là une discrimination qui sera plus faible. Plus la zone est étendue, plus la discrimination est faible. Voici ici le nerf radial, et effectivement on a une discrimination plus fine au niveau de la main qu'au niveau, donc au niveau palmaire, qu'au niveau dorsal et de l'ensemble du bras. Voici ici territoire du nerf radial. Nous voyons ensuite un territoire qui va être pris en charge par des branches du nerf cutané médial de l'avant-bras, qui d'ailleurs donne déjà des branches ici au niveau du bras. Nerf cutané médial de l'avant-bras qui descend jusqu'au pli de flexion du poignet. Nous allons le mettre en jaune. Donc ici, ce nerf cutané médial de l'avant-bras qui commence assez haut et qui va prendre en charge ici une bande antérieure au niveau du bras, puis une bande médiale au niveau de l'avant-bras, c'est la moitié médiale de la face antérieure de l'avant-bras, et le territoire s'arrête au niveau de la main. Voici ici cette zone qui correspond au nerf cutané médial de l'avant-bras.
nerf cutané du blanc, cutané médial de l'avant-bras. Et cette bande du nerf cutané médial de l'avant-bras vient se réfléchir en arrière, puisque nous avons vu que les branches franchissaient le bord médial, et ici, nous retrouvons une bande médiale à la face postérieure qui s'arrête au niveau du poignet et qui est le nerf qui est pris en charge par le nerf cutané médial de l'avant-bras. On dit aussi nerf cutané antébrachial médial. Il nous reste maintenant un territoire qui est ici le territoire de la moitié latérale de l'avant-bras face antérieure et la partie ici toute latérale de l'avant-bras face postérieure. Et ce sont là, tout logiquement, des branches du nerf musculo-cutané. Nous allons mettre ces branches en violet. Voici ici, donc, cette région correspondant aux branches sensitives du nerf musculo-cutané. Et à nouveau, ici, le territoire s'arrête au niveau du poignet, au niveau du pli de flexion du poignet. Et nous trouverons, comme nous l'avions déjà vu, des territoires spécifiques au niveau de la main. Voici ici le nerf, les branches cutanées du nerf musculo-cutané. Et certaines branches franchissent le bord médial, et donc le bord latéral, et donc ici nous trouvons à la partie latérale et postérieure de l'avant-bras, nous trouvons ici le territoire du nerf musculo-cutané. Alors, si l'on fait des coupes au niveau du bras, coupe schématique au niveau du bras, au niveau de l'avant-bras, nous voyons qu'il y a 4 territoires au niveau du bras et 3 territoires au niveau de l'avant-bras. C'est ce qu'on peut synthétiser sur ces petits schémas. Si l'on fait ici une coupe axiale horizontale du bras, petite coupe, avec donc un seul os qui sera ici l'humérus, et nous ferons une coupe donc très schématique au niveau de l'avant-bras, donc avec un aspect qui va être à présent plus aplati et avec 2 os, le radius et l'ulna. Donc ici, bras, avant-bras. Eh bien, nous allons trouver, de façon là aussi un peu théorique, mais nous allons trouver 3 territoires. Nous allons trouver en avant, en jaune, le nerf, tout dépend du niveau aussi, la face antérieure ici du bras, ce sera le nerf cutané médial de l'avant-bras. Puis la face latérale, suivant le niveau, ce sera le nerf axillaire, plus bas le nerf radial. Donc partie latérale ici, le nerf axillaire. Puis nous arrivons en arrière, ce sera la bande postérieure du nerf radial. Nerf radial. Et enfin, sur le plan médial, en rose, nous avons le nerf cutané médial du bras. Donc 4 territoires, encore une fois, suivant le niveau, bien sûr, ce sera variable ou différent. Nerf cutané médial du bras. Et je vous rappelle ce qu'on a dit, qu'il existe des anastomoses entre les régions, et donc que ce n'est pas un trait fixe. Ceci est important aussi en anesthésie. Au niveau de l'avant-bras, qu'est-ce que nous trouvons? Nous allons trouver le territoire du nerf musculo-cutané, c'est la moitié latérale de la face antérieure du bras. On contourne le bord médial et une petite bande postéro-médiale. C'est ici le nerf musculo-cutané. Je l'ai, musculo-cutané. Puis nous trouvons sur la partie médiale le nerf cutané médial de l'avant-bras,
moitié médiale de l'avant-bras, face antérieure, et une petite bande sur la face dorsale, nerf cutané médial de l'avant-bras. Et enfin, nous trouvons en arrière la zone ici du nerf radial. Nous l'avons dit, les éléments s'arrêtent net ici au niveau du pli de flexion du poignet. Et donc, au niveau de la main, nous allons avoir des territoires spécifiques, ce qui va permettre, comme il y a des nerfs spécifiques, hormis le nerf radial, d'avoir une très bonne discrimination. Ces nerfs ont donc été entraînés jusqu'à l'extrémité. Et nous allons pour cela refaire deux vues de la main. Nous l'avions évoqué avec les régions palmaires, mais c'est bien ici une synthèse que nous faisons. Nous allons faire tout d'abord une vue antérieure de la main, avec ici le bord latéral de l'avant-bras, qui va nous mener à la base du pouce, le bord médial de l'avant-bras, puis ceci va nous mener à la région de la paume de la main, que nous allons donc pouvoir placer ici. Ce sera ici la base du pouce, puis nous allons arriver sur les échancrures interdigitales, deuxième, troisième doigt, troisième, quatrième doigt, quatrième, cinquième doigt. Nous trouvons ici le troisième doigt, qui est donc l'axe de la main et qui sera le plus long. Puis nous trouvons le quatrième doigt, annulaire, le cinquième doigt, auriculaire, l'index et le pouce avec la première commissure, pouce qui n'est donc pas dans le même plan que les autres et que nous voyons ici donc partir à peu près à 45 degrés vers nous. Nous aurons donc sur cette vue qui est une vue antérieure, on va tout de suite construire la vue postérieure. Vue postérieure que nous pourrons construire ici. Donc nous reprendrons les mêmes éléments avec le bord médial de l'avant-bras puis de la paume de la main, le bord latéral de l'avant-bras, puis la base du pouce, puis nous allons trouver la partie latérale ici de la paume de la main, les échancrures interdigitales, les trois échancrures interdigitales, la première échancrure ici interdigitale vers le pouce. Nous pouvons placer le troisième doigt ou majeur, qui est donc le plus long, ici, puis ce sera l'index, latéralement, deuxième doigt, l'annulaire, l'auriculaire ou cinquième doigt, le plus court. Comme il s'agit d'une face dorsale, classiquement, on indique ici des ongles pour distinguer plus facilement face antérieure, face postérieure. Et ici, nous arrivons sur la colonne du pouce, qui est donc dans un plan un peu particulier, puisqu'il est oblique à 45 degrés vers l'avant. Alors, au point de vue territoire, nous pouvons placer des éléments que nous connaissons déjà, qui sont les éléments de l'avant-bras, et qui s'arrêtent, on l'a dit, à peu près net. Ce n'est pas un très net, mais à peu près net. C'est-à-dire quand les branches se terminent. Nous allons avoir ici, sur la face antérieure, je vais prendre le jaune, le vert, nous allons ici donc avoir la face postérieure de la main, ou face dorsale. La face postérieure est appelée aussi face dorsale, la face antérieure est appelée la face palmaire. Donc, sur la face palmaire ici, nous trouvons jusqu'au pli du poignet, latéralement, nous trouvons le nerf, les branches du nerf musculo-cutané. Voilà ici, nerf musculo-cutané. Puis, au niveau médial, donc c'est la suite des schémas que nous avons faits, mais agrandis, au niveau médial, nous allons avoir ici le nerf cutané médial de l'avant-bras. Nerf
cutané médial de l'avant-bras, qu'on appelle aussi le nerf cutané antébrachial médial. Puis, nous trouvons ces nerfs qui viennent prendre en charge une petite partie postérieure, comme on l'a vu. Ce sera ici le nerf, donc en dedans, le nerf cutané médial de l'avant-bras, nerf cutané médial de l'avant-bras, cutané médial de l'avant-bras ou cutané antébrachial médial. Puis, en dehors, nous allons trouver les branches du nerf musculo-cutané qui prennent en charge ici une petite partie, donc postérieure, nerf musculo-cutané. Nous allons ensuite placer des éléments maintenant de nerfs propres de la paume de la main, et ce sera le nerf médian que nous avons vu. Pour le nerf médian, il y a tout d'abord une branche qui naît assez haut. On pourrait d'ailleurs aller la replacer ici. Il y a une branche qui naît assez haut, puisque le nerf médian, nous l'avons vu, passe dans le canal carpien. Mais ce qui est très caractéristique, c'est qu'il y a une branche ici palmaire qui naît très haut dans l'avant-bras et qui vient perforer le fascia pour innerver la peau de la région de l'éminence ténare. Ceci explique que lors d'incisions ou de coupures à ce niveau, il faut bien sûr respecter ce rameau sensitif ténarien du nerf médian, sinon on a une anesthésie de cette zone. Et ensuite, on a le nerf médian qui vient innerver l'ensemble des muscles et de la région. Toujours est-il que ce nerf médian, nous l'avions déjà évoqué, va prendre en charge la région de l'éminence ténare, base du pouce, puis la face antérieure du pouce, du deuxième, troisième doigt, et le territoire du nerf médian va jusqu'au milieu du quatrième doigt. Donc pour le nerf médian, ici, c'est le quatrième doigt qui va être l'axe important. Et pourquoi cela se passe comme on le représente? Eh bien parce que vous vous rappelez qu'il y a des nerfs interosseux qui viennent se diviser au niveau de la commissure interdigitale, et donc il y a bien un nerf pour chaque moitié de doigt, et ici, c'est venant du nerf médian, la moitié latérale du quatrième doigt. Voici ici donc ce territoire, on met ici en bleu, le territoire du nerf médian, avec prolongation vers les nerfs collatéraux digitaux. Nerf ici médian, agrandi de ce que nous avions vu, jusqu'à la moitié latérale du quatrième doigt. Mais, et là aussi confère l'anatomie des régions de la main et des doigts que nous avons fait par ailleurs, il existe deux nerfs collatéraux palmaires et deux nerfs dorsaux, ce qui explique que ce même territoire du nerf médian vienne prendre en charge la partie dorsale des phalanges distales des doigts correspondants, c'est-à-dire ici la moitié latérale dorsale du quatrième doigt, puis ici toute la partie distale du troisième doigt, partie distale du deuxième doigt. Ceci, c'est du nerf médian. Nerf médian ici en arrière. Donc ceci, nous l'avions expliqué avec les branches des doigts. Je verrai si j'ai le temps d'en redire un petit mot. Donc ici, nous sommes bien sur du nerf médian. Ensuite, nous allons trouver sur le côté, maintenant, la partie médiale de la paume, nous allons trouver le nerf ulnaire. Nerf ulnaire qui donc va prendre en charge la moitié médiale du quatrième doigt et le cinquième doigt et la région de l'éminence hypoténare. Nous allons le mettre en orange. Voici ici, donc on va rajouter nerf médian. Donc là, nous sommes sur du médian. Voici ici le nerf ulnaire, jusqu'à la moitié du quatrième doigt. Donc moitié entière du quatrième doigt, l'éminence hypoténare, et puis ici la
la face antérieure du 5e doigt. Donc en avant, le nerf ulnaire va jusqu'à la moitié du 4e doigt. Et ce sera tout le bord médial de la main. Ici, nerf ulnaire. Effectivement, des branches viennent se réfléchir vers l'arrière et nous allons trouver ici du nerf ulnaire qui va non plus s'arrêter au niveau du 4e doigt, mais aller en arrière jusqu'au milieu du 3e doigt. Ceci, il faut faire construire les choses progressivement. Il faut commencer par le médian, réfléchir le médian sur les parties dorsales. Ici, la partie dorsale distale, ce sera du nerf ulnaire, puisque nous avons nerf ulnaire dans les branches digitales palmaires et dorsales. Voici ici donc ce territoire du nerf ulnaire, qui, contrairement au nerf médian, est antérieur et postérieur, c'est-à-dire avec une plutôt moins bonne discrimination. C'est bien le pouce et l'index qui ont la meilleure discrimination. Voici ici le territoire du nerf ulnaire et cette espèce de petit aspect en quart ici au niveau du 4e doigt, c'est-à-dire un petit bout de médian distal, et sinon c'est le nerf ulnaire. Le nerf ulnaire qui va ici jusqu'au 3e doigt, en vous rappelant que la partie distale vient du nerf médian. Voici ici le nerf ulnaire. Et enfin, il nous reste donc le nerf radial, qui lui est en quelque sorte très indifférencié, puisqu'il a un territoire très vaste, qui a commencé à la face postérieure du bras, qui ensuite forme une grande bande tout le long du bras et de l'avant-bras. Et nous voyons ici ce nerf radial qui vient se poursuivre au niveau de la main. Et ce sera donc une limite au niveau du 3e doigt. Il n'ira pas jusqu'au bout sur la face dorsale, puisque c'est le médian, notamment au niveau de l'ongle. En revanche, il viendra innerver toute la face dorsale du pouce. Donc voici ici ce nerf, ces branches du nerf radial. Nerf radial ici, que nous pouvons donc placer. Voici le nerf radial qui a commencé très haut au niveau du bras et qui se poursuit ici au niveau du dos de la main, au niveau du dos de la moitié latérale du 3e doigt, du 2e doigt et toute la face dorsale du pouce, ici donc le nerf radial. Alors là nous avons l'ensemble des éléments, si on le construit avec méthode c'est assez facile, des éléments sensitifs. Il faut toujours revenir aux branches, pensez bien sûr que ce sont des éléments qui se dissèquent, et je vous ai parlé de ces anastomoses entre les territoires, il y a des anastomoses entre les nerfs, et les zones autonomes correspondront pour le nerf médian à la première commissure interosseuse. Donc vous testez ici la sensibilité de la première commissure. Ensuite, le nerf ulnaire, la zone autonome, puisqu'il est en avant et en arrière, ce sera le bord médial de la main, de la paume de la main. Et pour le nerf radial, la zone autonome sera la face dorsale du premier espace interosseux. Donc avec ces trois territoires, vous explorez totalement l'innervation du membre supérieur et de la main. Nous serions là dans ce qu'on appelle des syndromes tronculaires, c'est-à-dire un des troncs est comprimé. Ce peut être le nerf médian qui sera comprimé au niveau du canal carpien, syndrome du canal carpien, et vous aurez donc toujours d'abord un aspect sensitif qui est atteint avant le côté moteur, et donc ça va se manifester sur le plan sensitif, soit par des paresthésies, c'est-à-dire des fourmillements, des aspects désagréables, un petit peu d'électricité, des dysesthésies, c'est-à-dire là, il faut qu'il y ait le tact, dysesthésie, vous touchez et c'est une impression désagréable, ou des douleurs de type brûlure, décharge électrique. D'abord le sensitif. Ensuite, le nerf ulnaire est le plus fréquemment touché au niveau de son passage derrière l'épicondyle médial, comme nous l'avions vu. C'est ce nerf radial que l'on peut palper et que l'on peut chatouiller en glissant le bord
le long du bord d'une table et où vous allez avoir des décharges ici dans le nerf ulnaire. Le nerf ulnaire peut parfois aussi être touché au niveau du rétinaculum des fléchisseurs. Il passe en avant, mais il y a un petit pont fibreux, c'est ce qu'on appelle le canal de Guyon. Le nerf radial, lui, est en général touché au niveau huméral, c'est-à-dire la fracture de la diaphyse humérale, mais aussi, nous l'avions dit, quand on repose longtemps sur la diaphyse. Et en pratique, on peut observer ces fourmis assez facilement. Si vous restez longtemps appuyé sur le coude, vous allez comprimer votre nerf ulnaire et quand vous arrêtez, vous allez avoir des fourmis dans le territoire du nerf ulnaire, le long du bord médial de la paume et dans le 5e doigt. Si maintenant vous restez longtemps allongé sur la face dorsale du bras, sur un plan dur plutôt, mais bon, ça peut être un plan mou aussi, eh bien vous appuyez le nerf radial, vous le comprimez contre la diaphyse humérale et quand vous allez vous relever, vous allez avoir des fourmis dans la face dorsale du premier espace interosseux et sur la face dorsale du pouce. Enfin, le nerf médian est souvent comprimé parce qu'on a la tête qui sera posée sur l'avant-bras, on appuie le nerf médian sur l'os, ou parce que la tête de quelqu'un appuie sur votre avant-bras. Et c'est pour cela que l'on parle parfois des fourmis des amoureux, parce que c'est la tête de quelqu'un qui appuie sur votre médian. Et là, vous aurez des fourmis dans le territoire, éminence ténard, première commissure, pouce, index, majeur. Voilà pour ces syndromes qu'on appelle tronculaires ou neuropathie, mononeuropathie tronculaire. Je vais encore dire un dernier petit mot concernant les syndromes radiculaires. En effet, je vous rappelle que tous ces nerfs viennent, bien sûr, du plexus brachial. Plexus brachial qui lui-même a des racines, comme nous l'avons vu, de C5 à T1. C5, C6, C7, C8, T1. 5 niveaux radiculaires. Et nous pouvons avoir, bien sûr, des neuropathies par compression au niveau vertébral, donc vraiment à l'origine de ces racines, au niveau vertébral, soit par de l'arthrose, des becs ostéophytiques, soit par des hernies discales cervicales, discopathie, conflit disco-radiculaire, donc c'est très haut situé, et ces troncs nerveux que nous avons vus proviennent eux-mêmes de plusieurs racines. Donc, au niveau du membre supérieur, c'est la pathologie tronculaire, celle que nous avons vue, qui est la plus fréquente, et notamment le syndrome du canal carpien. Mais on peut avoir des syndromes radiculaires qu'il faut savoir différencier, et je vais juste ici en dire un mot. Nous pouvons globalement considérer que la région ici axillaire va correspondre à peu près à la racine C5. Donc ici, nous serons sur C5, dans la région axillaire. Nous serons sur C4 au-dessus, c'est-à-dire nous sommes là dans du plexus cervical. C4, C3, C4, c'est aussi le nerf phrénique en C4. Puis C6, ça va être le long du bord latéral de l'avant-bras. C7, ce sera le milieu de la main. C8, ce sera le bord médial de la main et de l'avant-bras. Puis nous allons trouver T1 qui sera le bord médial du bras. Et éventuellement, ici, tout en haut, nous trouverons T2. Donc ici, si l'on reprend, C5, C6, bord latéral, et donc notamment le pouce. C7, le milieu de la main. C8, le bord latéral et le 5e doigt. T1, bord médial du bras. Ceci peut se retrouver également donc ici. Nous aurons donc la région ici qui sera en C6. Nous aurons la région C7 pour les doigts ici du milieu. Puis nous aurons ici la région C8. Et c'est seulement au-dessus que nous aurons de nouveau T1. Alors pour bien imaginer cela, il faut se rappeler que nous sommes une sorte de ver de terre à l'origine. On va faire le ver de terre vertical, ou en tout cas un vertébré très primitif. Et primitivement, vous savez qu'il y a donc des métamères. Donc c'est les niveaux médulaires avec des nerfs métamères. Et ceci va se trouver transformé par l'apparition des bourgeons des membres qui vont entraîner également la constitution du plexus brachial, plexus lombosacral. Donc ici, nous avons un membre antérieur d'un côté,
membre postérieur, et ceci vient entraîner des métamères. Et en l'occurrence, pour le plexus brachial, on l'a dit, c'est C5, C6, C7, C8, T1. Donc ils sont entraînés. Et quand on est le bras le long du corps, on ne se rend pas compte que les territoires ont été entraînés. Pour bien le voir, il faut mettre le bras horizontal, et là, vous allez avoir les bandes intercostales, en quelque sorte, les bandes des métamères qui se poursuivent sur le membre. Donc, pour comprendre les territoires radiculaires, il faut mettre le membre transversal comme il l'était à l'origine au cours de l'évolution. Pareil pour le membre inférieur, que nous ferons par la suite. Ce qui fait que, et c'est le dernier petit schéma très simple d'évocation que je ferai, si l'on présente ici ce bras, ce membre supérieur en abduction à 90 degrés, la région deltoïdienne, la région bicipitale, la région ici brachio-radiale. Nous aurons ici la région de la nuque, du cou et de la tête. Nous aurons ici la face postérieure, la région deltoïdienne, la région brachiale, la région ici de l'avant-bras, qui va nous mener à la main avec ici la région du pouce, puis la région de la paume avec les 3 commissures, et donc le 3e doigt, 4e doigt, 5e doigt, 2e doigt, de façon extrêmement schématique ici, et là nous avons le tronc, la colonne vertébrale. Donc, nous trouvons les métamères, C1, C2, C3, C4. C4 va venir ici prendre une bande par les nerfs supraclaviculaires qui va aller jusqu'à la partie supérieure du membre. Voilà ici C4. Donc, encore une fois, très schématiquement, et pour essayer de comprendre ces éléments. Puis nous allons avoir la région C5, ça n'a plus rien à voir avec les couleurs que nous avons fait. Ce sont là donc des aspects radiculaires, territoires radiculaires, alors qu'avant nous avions des territoires tronculaires, les troncs nerveux, les troncs de terminaison du plexus brachial. Et donc ensuite nous aurons en dessous la région de C5, qui va notamment prendre ici en charge la région deltoïdienne. Encore une fois, c'est très schématique ce que je fais, mais donc dans une douleur de type radiculaire, nous n'aurons pas du tout les mêmes éléments. Nous aurons ici des bandes qui vont s'étendre tout le long du membre supérieur, C5. Puis C6 va se prolonger jusque au niveau du pouce et ou 2e doigt. Voilà ici la bande C6, c'est une vue dorsale. La bande C6, ici. Puis, nous allons trouver la bande C7 qui va être à peu près moyenne ici, jusqu'au niveau des doigts moyens, notamment ici 3e, 4e doigt. Voilà ici la bande C7. Alors il y a des interprétations différentes, c'est ici vraiment quelque chose d'extrêmement schématique que je fais, hein, et ce qui est schématique est pratique à retenir, mais est obligatoirement un petit peu faux. Donc ici C6, C7, c'est la compréhension, on va dire surtout ici, qui nous intéresse. Puis on va trouver C8 qui viendra ici aller au bord médial de la main, qui est très effilé vers le haut, C8 ici, et qui est entraîné à la partie distale, ici, voilà, C8, bord médial de la main, C8, et ensuite, il nous reste T1, T1 qui sera donc proximal, ici, que l'on va mettre en, qu'est-ce qu'il nous reste comme couleur ? On va le mettre, on va remettre ici en violet. Voilà ici T1 qui viendra rejoindre le tronc. Voilà T1. Et enfin, en dessous,
nous aurons eh bien, la prolongation des métamères du tronc, T2, ici C8, T1 qui sera la partie toute proximale ici du membre, et ensuite nous trouvons T2, T3, T4, T5, nous sommes là dans les territoires intercostaux. Donc ceci, c'est un petit moyen, on va dire mnémotechnique, de repérer ces niveaux radiculaires, sachant que les pathologies radiculaires, c'est-à-dire hernie, arthrose, sont moins fréquentes que les pathologies tronculaires. Et donc, en résumé, au niveau de la main, le bord latéral ici, c'est C6. La partie moyenne, ce sera C7. Et la partie médiale de la main, ce sera C8. C5, la région deltoïdienne. T1, la région médiale haute. T1, puis après, on poursuit T2, mais là, on est au niveau purement du tronc, territoire intercostaux. Voilà donc pour ces quelques éléments sur l'innervation sensitive du membre supérieur, avec, vous l'imaginez, toutes ces applications en neurologie dans le cadre des mononeuropathies et des radiculalgies, radiculopathies. Je vous remercie pour votre attention.